Dans un monde où les injonctions santé se multiplient, il est parfois difficile d'avoir des réponses claires et simples à nos questions. Heureusement, certaines voix émergent et éclairent nos chemins en prônant un équilibre subtil entre corps, esprit et âme. Je suis Marine Sanclemente et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour rester en forme plus longtemps? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts du mouvement, de la nutrition et de la santé dans votre podcast préféré, la Formule Longévité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro Anne Guesquière. Vous savez, c'est la fondatrice du podcast Métamorphose. Ensemble, nous allons parler de quête de sens, de psychologie, de santé mentale et de toutes les pratiques holistiques qui peuvent nous aider à éveiller notre conscience. Alors si vous voulez tout maîtriser, ça commence maintenant. Bienvenue Anne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec joie, merci de m'accueillir. Alors pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais commencer par vous présenter. Alors vous êtes la créatrice du podcast Métamorphose qui est l'un des plus écoutés de France. Je crois qu'on arrive bientôt au 600e épisode, c'est ça ? On a produit 1600 émissions, dont 600 formats longs. Maintenant, vous êtes entourée d'une équipe. Vous êtes aussi directrice de la collection Bien-être chez Erol, auteure de nombreux livres, mère de 3 enfants, marathonienne. Ça va, vous avez le temps de dormir dans tout ça ? Oui, j'adore dormir. Vous adorez dormir ? C'est un problème d'ailleurs dans ma vie, c'est que j'ai besoin d'avoir pas mal de sommeil. C'est bien, c'est déculpabilisant. Oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, Anne, que vous nous expliquiez un peu votre cheminement dans ce monde de la médecine intégrative. Qu'est-ce qui vous a fait vous poser toutes ces questions ? Alors, il y a eu plusieurs facteurs déclenchants. Le fait que j'avais travaillé dans des startups internet, à l'époque, j'étais un peu plus une businesswoman, working girl, entre guillemets. C'est-à-dire que je travaillais à la Défense et puis j'avais monté une startup qui n'a pas réussi à se refinancer au moment de l'éclatement de la bulle internet au début des années 2000. Et là, j'ai eu une prise de conscience très forte. J'avais des amis qui travaillaient, une cousine, une autre amie qui était comme une sœur pour moi, qui travaillait dans l'humanitaire. Et moi, je m'étais toujours intéressée aux autres en me demandant si j'avais une vocation particulière. Je m'intéressais beaucoup aussi aux plantes, à la nature. J'avais un grand-père qui était pharmacien, qui préparait un peu ses potions comme à l'ancienne en Bretagne dans sa pharmacie. Et c'est vrai que je me disais, la planète commence à pas aller très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Et j'ai beaucoup voyagé, donc ma start-up, j'ai pas réussi, comme je vous disais, à la refinancer. Mon mari a vendu la sienne à ce moment-là et on est parti pendant 3 ans voyager. Où est-ce que vous êtes parti ? On est parti en Nouvelle-Zélande, on est parti en Australie, on est allé en Inde, on est allé au Canada. Voilà, un peu en mode, un peu backpackers. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience assez violente, assez forte sur l'état de nos écosystèmes. D'une part. D'autre part, j'ai vu aussi que certains peuples avaient gardé en fait ce lien très fort de remèdes et de liens avec la nature dans leur façon de se soigner. Alors, je pense évidemment à l'Ayurveda en Inde, je pense à la médecine traditionnelle chinoise et en Asie plus globalement, au Japon, en Nouvelle-Zélande, ils utilisaient beaucoup des huiles essentielles. Et je me suis demandé pourquoi nous, en France, et en particulier en France et en Europe, on avait perdu ce lien avec une médecine je dirais plus holistique au sens large, qui n'opposerait pas une médecine scientifique conventionnelle et une médecine en fait plus ancestrale, et pourquoi on avait perdu en fait ce lien dans nos pratiques quotidiennes. Ensuite, je suis tombée enceinte de ma première fille, et quand on entend un enfant, on se pose aussi beaucoup de questions sur cet enfant à venir. Qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre ? Déjà dans sa manière de venir au monde, comment on a envie de le soigner, etc. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis vraiment interrogée sur tout ce système de bien-être global, en disant que ce soit au niveau de la médecine, de l'alimentation, de la psyché. Vraiment, c'était une quête 360 de la façon dont on s'occupe d'un enfant, de son bien-être, de différentes pratiques. J'ai beaucoup lu, j'ai assisté à des conférences. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être il manque un média de référence sur le sujet, et que j'ai fondé à l'époque, en 2007-2008. J'ai écrit des livres sur ces thématiques, puis j'ai fondé un média engagé sur le sujet qui s'appelait Féminin Bio. Voilà. Et alors, le podcast, ensuite, là vraiment en votre nom, qui a 6 ans maintenant, oui. Au fil de toutes ces rencontres avec des experts, des personnalités engagées, quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de tout ça ? Quand j'ai fondé Métamorphose en 2019, c'était effectivement avant le Covid. Et je suis partie vraiment de cette idée
que j'avais entendu, j'avais interviewé, comme vous le faites, des dizaines et des centaines de personnes qui avaient des choses à partager et que je trouvais que le média audio, digital, qui était très balbutiant à l'époque, était une manière très intime en fait de murmurer à l'oreille des gens pour, de manière très démocratique, faire passer des messages et que ce soit accessible au plus grand nombre. C'était vraiment mon souhait. Ensuite, pour revenir plus directement à votre question, qui était est-ce qu'il y a des choses... Des grands enseignements. Ouais, des grands enseignements. Alors c'est vrai, comme je vous le disais, sur 1600 interviews, voilà, on pourrait passer des heures à dire, si on parle du bien-être, si on parle de la santé, si on parle plutôt de la spiritualité, c'est plutôt ça. Mais globalement, ce que j'ai retenu, si on devait en faire une synthèse, le mouvement aujourd'hui est indispensable. On est devenu une société qui est extrêmement sédentaire. On est obnubilé par nos écrans. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même une réalité. Et on peut être 8 heures dans son écran et puis ensuite faire 1 heure de sport, par exemple, tous les jours. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le mouvement, on doit l'intégrer en fait tout le temps. C'est pas simplement je fais du sport pendant 1 heure et ensuite je suis assis pendant 8 heures. C'est voilà, dès qu'on aura fini cette interview, par exemple, il va falloir qu'on se mette en mouvement. Peut-être qu'on aille monter des escaliers, qu'on aille à pied à notre prochain rendez-vous, ce que je vais pas pouvoir faire après, mais ce serait pourtant une bonne idée. Je suis venue à pied ce matin pour notre rendez-vous. Il y a vraiment cette idée d'être en mouvement tout le temps, et ça revient je dirais dans toutes les interviews qu'on peut faire sur l'aspect bien-être. Ensuite, il y a les pratiques respiratoires. On a une respiration qui est bloquée. J'interviewais quelqu'un il y a pas longtemps qui disait que il y a des études qui montrent que quand on lit un email ou un WhatsApp par exemple, ou un texte, on retient notre respiration pendant quelques secondes. On est en apnée. C'est intéressant. Et donc, il y a une fluidité, en fait, qui n'est plus forcément là dans nos vies quotidiennes. Donc, comment est-ce qu'on peut réintégrer cette respiration ? Une autre pratique importante, là, je reste vraiment sur l'aspect corporel au niveau du bien-être, c'est comment est-ce qu'on peut garder de la flexibilité tout au long de notre vie, physiquement, mais aussi psychiquement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut éduquer notre cerveau à voir les choses différemment, à s'adapter à une situation. Là, on a une situation d'urgence pour Métamorphose ce matin. Une invitée qui est arrivée avec 1 mois d'avance par rapport à un rendez-vous qui était 1 mois plus tard, sauf que c'était le même jour, c'était un 27. Et comment est-ce qu'on peut s'adapter ? Et ça, cette flexibilité mentale, on peut l'acquérir aussi en ayant des pratiques corporelles qui, en recréant des nouvelles connexions neuronales physiques, vont aussi impacter nos connexions neuronales psychiques, parce qu'on est forcément, on est un tout. J'entendais une fois une danseuse étoile qui disait qu'il fallait qu'on fasse des exercices de souplesse presque tous les jours dans sa vie. Donc ça fait partie vraiment des grands enseignements dans Métamorphose. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est autour de la santé mentale, où là, quand on sent qu'on est dans un curseur, alors c'est toujours intéressant en termes de quête de sens, de bien se connaître, de connaître nos conditionnements, nos croyances, comment j'ai été élevée enfant, qu'est-ce que j'ai vécu, comment ça se passait dans sa famille. Ça, c'est vraiment quête de sens, connaissance de soi. Ensuite, il y a un autre curseur, qui est le curseur de la souffrance. Quand il y a une souffrance personnelle dans sa vie, c'est toujours intéressant de se dire d'où elle vient, est-ce que je peux me faire aider et par quel type de thérapeute je peux me faire accompagner, sachant que sur la ligne éditoriale de Métamorphose, on est extrêmement vigilant de choisir des personnalités qui ont pignon sur rue. On est très sensible au junk développement personnel, c'est-à-dire des voies hasardeuses qui pourraient entraîner des personnes sur des terrains extrêmement glissants. On sait qu'il y a aussi des dérives sectaires contre lesquelles on lutte. Et voilà. Donc on est vraiment dans une vision holistique, mais en gardant vraiment cette vigilance qui est très importante pour nous. Voilà, pour vous répondre. Est-ce que vous avez développé avec tous ces conseils un peu un syndrome de la bonne élève à devoir tout bien faire, ou est-ce que vous arrivez à garder cette distance, vous, dans votre vie, en se disant, ça c'est bien pour moi, ça peut-être un peu moins ? Oui, nous sommes vraiment des êtres cycliques. La métamorphose, c'est vraiment la métaphore de la transformation et du cycle. Tout est métamorphose. Il y a toujours un printemps, un hiver, un été, un automne. Donc, tout est cycle dans nos vies. Les femmes, en plus, sont très cycliques. C'est-à-dire qu'on a la puberté, l'adolescence. Ensuite, peut-être, on devient mère ou pas. Ensuite, on a la ménopause. Et puis, on va vers ce temps peut-être aussi de sagesse en tant qu'être humain quand on est vieillissant. Et je crois que nos écosystèmes intérieurs, comme les écosystèmes extérieurs, sont faits vraiment de ces cycles-là. Avec des temps où nous sommes
très attiré par certaines choses et des temps où en fait on a l'impression d'être presque abouti sur un sujet en disant ah voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu progressé, de m'être éveillé, et puis la vie vous rattrape avec un défi, avec un hiver où à nouveau vous mettez genoux à terre et ça nous apprend l'humilité que finalement nous ne sommes ni jamais arrivés, que nous sommes tout juste des humains, toujours en questionnement, en renouvellement, en quête. Il n'y a pas d'aboutissement. C'est vraiment, je trouve que ce qui est très intéressant, moi, je ne suis pas philosophe et je ne suis pas érudite et vraiment pointue en philosophie, mais c'est un sujet qui me passionne absolument. Et on voit que chez les philosophes, il y a ce questionnement permanent, très socratique, qui est je suis toujours en questionnement. Donc, je ne suis pas du tout dans une vision d'injonction de bon élève, de me dire il faut que je fasse ça. J'essaye de m'interroger en permanence et la vie se charge bien de venir me chercher et m'interroger comme tout à chacun. Et est-ce que vous avez senti une évolution au fil de ces années, des préoccupations ou des attentes de vos auditrices et auditeurs sur ces questions-là ? Je crois qu'on est passé de effectivement, j'ai besoin de me connaître et de mieux me comprendre, peut-être de cheminer avec moi-même à un élargissement peut-être plus vaste. Et ça rejoint un des thèmes d'ailleurs de mon livre, qui est comment je peux aussi m'ouvrir, en me connaissant mieux, ensuite m'ouvrir aux autres et au monde. Et poser un regard peut-être plus justement philosophique et peut-être plus poétique. Peut-être passer de mon nombril, et c'est intéressant vraiment la connaissance de soi, de mieux se connaître. On a aussi peut-être une paix intérieure, quelque chose qui s'installe, où on est moins en colère, plus apaisé, pour pouvoir ensuite se tourner au monde différemment. Et ce que je sens dans l'évolution, c'est que nos temps ont besoin de poésie, ont besoin de beauté, ont besoin de paix. On est très speed dans nos écosystèmes. On est dans nos cages, on a un rythme qui est imposé par les machines, on est au rythme des réseaux sociaux, des écrans, et qui a un rythme qui est non organique, qui a un rythme mécaniste, qui va plus vite que nous. Et ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment besoin de ce souffle et de cette beauté, de cet émerveillement. Je crois que la philosophie, la poésie, la musique, les arts peuvent nous aider à ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je sens profondément qui arrive et qui est bon, en fait, de voir émerger. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'hypersensibilité derrière tout ça ? Oui, je pense que chacun peut toucher aussi à son hypersensibilité. On parle beaucoup de cette thématique de la sensibilité, de l'hypersensibilité. C'est un thème que j'aborde dans mon ouvrage. Moi-même, je suis hypersensible. C'est aussi probablement pour ça que je connecte avec tous ces écosystèmes-là, tout cet univers-là. Mais je crois profondément que probablement chaque être humain est né en fait avec cette hypersensibilité-là. Un nourrisson, il est par essence hypersensible. Après, quelles sont les couches qu'on se met j'avais cette image de, vous savez, les chevaliers là avec leur, vous allez retrouver le mot avec leur la lance et ouais, c'est ça. Chacun se met finalement des pelures comme ça au fur et à mesure de ce qui nous touche, des blessures et de nos constructions. Nous sommes des êtres de conditionnement et de construction. On se construit toujours en miroir, en rapport avec quelque chose. Et donc, à un moment donné, quand on avance aussi dans la vie, et je le vois de plus en plus chez les jeunes, qui ont envie de se dire, mais finalement, de quoi mon être a véritablement besoin ? Quel est mon désir ? Tu vois, c'est la grande question existentielle, en fait, quand même, de chacun. Oui. Alors justement, dans votre dernier livre, Va, vis et deviens conscient de toi-même, vous explorez 12 pistes, 12 chemins pour trouver une forme de paix intérieure et éveiller sa conscience. On va pas tout dévoiler ici, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'une de ces pistes un peu plus en détail ? Peut-être le premier chapitre par lequel vous avez commencé. C'est un peu linéaire, c'est-à-dire que j'ai commencé par la naissance, par notre venue au monde. Je trouve qu'on ne parle pas assez quand on fait un travail de connaissance de soi, et qu'on est dans une quête de sens, ou qu'on cherche à peut-être mieux comprendre nos blessures, nos souffrances, nos névroses, pour le dire un peu à l'ancienne. Souvent, on est dans la petite enfance, l'adolescence. Finalement, on s'intéresse assez peu, et peut-être que les psys aujourd'hui s'intéressent encore assez peu à la naissance, voire même à la gestation. Et moi,
ça a toujours été un questionnement pour moi dans les thérapies, dans les différentes thérapies que j'ai pu faire, c'est qu'est-ce que nos parents vivent en fait au moment où on est dans le ventre de notre mère. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là, émotionnellement, dans leur vie, où est-ce qu'ils habitent, quel est le contexte, est-ce que ma mère travaille, est-ce que mon père travaille, est-ce que j'ai déjà des frères et sœurs, qu'est-ce qui s'invite en fait dans leur inconscient, dans leurs émotions, dans la famille. Est-ce que j'étais attendue au monde? Pas forcément. Qui était en présence ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ma naissance? Tout ça, évidemment que c'est logé dans notre inconscient, c'est logé dans nos corps. Ça dit énormément de nous. On n'en a aucun souvenir. Notre corps en a une mémoire, mais nous, consciemment, on n'en a pas le souvenir. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses. Donc je trouve que dans un travail de quête de sens ou de connaissance de soi, ça peut être intéressant, non pas pour tourner autour pendant des années, de revenir sans cesse, mais simplement d'essayer de se dire « Ah voilà, les forces en présence, au moment de ma naissance, au moment de ma conception, il se passait ça. Voilà, il se passait ça. Il y avait un contexte. » Et si on veut travailler sur ces questions-là, qui on va voir pour quelqu'un qui débarquerait un peu dans ce monde-là et qui serait un peu perdu, puisque c'est difficile parfois de s'y retrouver, qui on consulte, vers quelle thérapie il faut se tourner? Alors, il y a plein de possibilités et moi, je donne des pistes dans mon ouvrage et après, c'est chacun de faire le tri et puis de regarder ce qui lui convient. Parce que ce qui va convenir, ça c'est très important de le ressouligner, c'est ce qui va convenir à une personne ne conviendra pas à une autre. Et donc, il n'y a pas de recette toute faite. Déjà, il faut en avoir le désir. Est-ce que j'ai envie de mieux comprendre cette période-là? Il peut y avoir soit des psychothérapies plutôt classiques. S'il y a eu de la grande souffrance, évidemment, ça peut relever aussi de la psychiatrie pour des personnes, je ne sais pas, qui ont été, par exemple, abandonnées à la naissance ou dans le cas peut-être d'adoption qui s'est mal vécu et qui ont envie peut-être de comprendre certaines choses. Ça peut être jusque-là. Ensuite, il y a des pratiques corporelles qui peuvent aussi aider à mieux conscientiser tout ça. Et comme je le disais, le nouveau-né, le fœtus, forcément, ce sont des mémoires corporelles. Ce ne sont pas des mémoires intellectuelles. Il peut y avoir des flashs ou des images associées. Ça peut être des pratiques comme la régulation émotionnelle avec Luc Nicon. Ça peut être certains ostéopathes qui viennent retravailler sur des choses qui, dans nos corps, ont été comme enquistées, engrammées, et qui portent toujours une mémoire de souffrance, par exemple. Là encore, en étant extrêmement vigilant sur le choix du praticien, j'insiste là-dessus, parce qu'on peut à nouveau tomber sur des charlatans ou des gens qui sont pas très bien équipés dans leur bagage, qui sentent les fragilités, qui vont s'engouffrer dans ces failles. Je pense que là, le bouche à oreille est très important. Le bouche à oreille, est-ce que cette personne a écrit des livres? Est-ce qu'elle a pignon sur rue? Est-ce qu'elle est publiée dans une grande maison d'édition? Alors, c'est pas forcément un prérequis, mais déjà, ça met des petits garde-fous si on ne sait pas par où ou par qui commencer. Oui. À la fin de chacun de vos chapitres, vous proposez une petite bibliothérapie. Est-ce qu'il y a des livres, vous, qui vous ont particulièrement bousculé ou transformé? Alors, vous avez parlé de certains philosophes, de Socrate. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être peut-être un peu plus accessibles pour les gens qui nous écoutent? Alors, à la fin de chaque chapitre, il y a des livres et il y a aussi une podcast thérapie, puisqu'en fait, on renvoie aussi vers des émissions. Alors, peut-être des livres, il y a évidemment des grands livres fondateurs qui me nourrissent encore aujourd'hui dans ma vie, mais pour parler de livres peut-être plus récents, moi, je suis éditrice, comme vous l'avez dit, aux éditions Erol, et il y a 2 livres que j'ai publiés ces dernières années dont j'ai été absolument fan, et c'est pour ça que je suis aussi allée chercher, entre guillemets, ces auteurs-là. Il y a un roman très initiatique qui s'appelle La Petite Princesse, qui a été écrit par Jean-Pierre Gou. On parlait de contes, de philosophie, de poésie, un peu des temps modernes. Et c'est un roman qui se lit comme un thriller et qui parle de notre époque, qui parle de nos souffrances, qui parle d'écologie, qui parle de nos inspirations, qui parle aussi beaucoup du Petit Prince. Le Petit Prince, qui est un livre qui m'a, moi, énormément touchée quand j'étais plus jeune. Qu'on peut relire à chaque période Exactement, de sa vie. On voit des choses différentes. Ouais. Qui est le 2e livre le plus vendu au monde après la Bible. Donc c'est extraordinaire. Et donc La Petite Princesse, qui est ce roman qui serait une sorte un peu de suite du Petit Prince, qui serait ce manuscrit. Saint-Exupéry avait promis à son épouse de faire une suite qui s'appellerait La Petite Princesse. Alors, est-ce que ce livre en est la suite? Ce sera à chacun de juger. Gros coup de cœur. Et puis un autre livre que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup son auteur, qui est Franck Lobvet,
et qui a écrit un livre qui est plus un livre de questionnement personnel et qui peut être un très bon départ aussi en termes de bibliothérapie. Est-ce que vous, avec vous êtes dans une constante exploration, on sent cette curiosité et cette appétence d'apprendre. Est-ce qu'il y a une thématique que vous n'avez pas encore suffisamment explorée ou en tout cas où vous aimeriez creuser un peu davantage ? Moi, j'adorerais faire des émissions sur l'astronomie, sur l'univers, sur peut-être aussi la physique quantique, mais d'un point de vue scientifique, pas forcément sur l'aspect, parce qu'il y a aussi du quantique parfois plus spirituel, mais c'est vraiment des thématiques qui que je connais pas très bien, mais que justement j'aimerais creuser parce qu'elles me fascinent comme ça sur le papier. Alors c'est un peu hors champ de métamorphose, mais voilà. Il y a toujours un lien. En France, justement, on dit qu'on est toujours un peu en retard sur ces questions de médecine intégrative. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on est à la traîne ? Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui essayent d'émerger, mais qui sont pas forcément reconnues. Donc c'est comme s'il y avait un mouvement qui poussait, entre guillemets, par le bas, qui cherchait en fait à émerger, mais comme il n'est pas forcément aidé justement aujourd'hui par les pouvoirs publics, par la société, il a du mal à prendre de l'ampleur. Alors que je pense qu'au contraire, s'il était favorisé, mais avec un encadrement bien précis, ce serait fabuleux, parce qu'on aurait ce que David Servan-Schreiber, que j'ai beaucoup interviewé avant son départ de ce monde, disait il faut prendre le meilleur en fait le meilleur de toutes les médecines, c'est-à-dire le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur des médecines, des autres types de médecines, mais qui sont aussi des médecines. Quand on parle par exemple de l'Ayurveda ou de la médecine traditionnelle chinoise, ce sont des médecines qui ont plus de 5000 ans. Enfin, les hommes se sont soignés comme ça. Ce sont pas parce qu'il n'y a pas... Pour certaines, alors évidemment en médecine traditionnelle chinoise ou en Ayurveda, il y a des études maintenant très sérieuses, mais ce sont quand même des médecines qui fonctionnent depuis 5000 ans. Donc il y a aussi l'empirisme et de se dire que finalement, si les hommes se sont toujours soignés comme ça, c'est qu'il y a aussi une science derrière cela. Donc, Oui, et ce manque d'encadrement est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on navigue un peu dans un flou et qui permettent à certaines personnes pas forcément bienveillantes d'émerger. Est-ce qu'il y a un stéréotype ou des grandes idées reçues que vous aimeriez déconstruire autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la longévité ? La longévité, je ne sais pas comment ce mot est perçu par le grand public. Ce serait intéressant d'ailleurs peut-être de faire une enquête là-dessus, parce que ça peut être vu comme une médecine finalement assez technique, un peu l'homme augmenté, avec je veux être éternel et tous les moyens sont bons, hein, et donc il y a une vision qui va vers là. Ça peut être perçu comme je veux du jeunisme, voilà. Et en réalité, la longévité, pour moi, c'est vraiment cette vision. Là, on est dans un studio qui est tout bleu. C'est vraiment cette vision de la santé bleue. C'est vraiment, il y a un côté Okinawa. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces fameuses zones bleues où il y a des centenaires qui vivent joyeusement. Ils sont tout ridés, ils sont tout beaux, tout mignons, en bonne santé. Ils socialisent avec les autres, ils ont une alimentation finalement assez frugale, ils ont beaucoup de liens sociaux, ils ont une vie intérieure, ils ont du mouvement quotidien qui n'est pas forcément... ils ne courent pas évidemment des marathons à une centaine d'années, quoique parfois certains... Oui, il y a toujours cette idée de jardiner ou de monter des marches en Italie, par exemple. Exact, il n'y a vraiment pas d'idée de performance, mais plutôt de sagesse en fait derrière tout ça, qui finalement est un bon sens. Et pour moi, la longévité, moi j'ai un exemple de mes parents qui vieillissent extrêmement bien, qui ont trouvé, je trouve, un équilibre de vie un peu comme ces gens d'Okinawa, même s'ils sont en France. Et je vois plutôt effectivement leur modèle comme un modèle de longévité qui n'est ni dans le jeunisme, et en même temps qui n'est pas non plus dans une posture de petits vieux avant l'âge. C'est-à-dire que je vois aussi dans mon entourage des personnes assez jeunes qui se programment déjà en disant on n'y arrive plus, on est déjà un peu vieux, qui ont une 60aine d'années, qui déjà se disent je me sens fatiguée, j'ai plus l'âge. Et donc cette idée aussi de posture mentale
est une vraie question. Et puis une autre question quand même qui me taraude, c'est comment nos personnes âgées vieillissent en fait dans nos sociétés. J'avais interviewé Marie de Henzel, qui avait fait un livre extraordinaire sur un homme qui a réinventé des sortes de béguinages. Les béguinages, c'était des femmes qui vivaient ensemble. Donc là, ce sont des personnes âgées qui vivent ensemble, qui choisissent de vivre ensemble, qui ne se connaissent pas forcément, mais sur un territoire au niveau local, choisissent de vivre ensemble. Et ils vivent bien. Il y a des personnes de 60 ans comme de plus de 90 ans. Et ils cuisinent ensemble, ils ont des projets ensemble. Et cette idée de bâtir, de continuer en fait à avoir quelque chose et qui n'est pas simplement une occupation de l'esprit. C'est-à-dire, c'est pas je vais faire du tricot pour faire du tricot parce que j'ai rien d'autre à faire et que j'ai besoin de m'occuper. C'est vraiment je nourris des projets. J'envisage l'avenir. Même si j'ai 90 ans, j'envisage l'avenir. Alors en matière de projets, quels sont les vôtres pour les prochains mois et les prochaines années? Moi, je suis très intuitive et j'aime beaucoup saisir aussi ce qui jaillit dans l'instant. Donc, j'aime avoir des projets et de me dire, il y a des endroits où j'adorerais vivre, peut-être en Espagne, en Italie, pourquoi pas un jour au Japon. Voilà, donc il y a des territoires, des terres comme ça qui m'ont toujours appelée, dans lesquelles j'aimerais peut-être me projeter. Des projets professionnels aussi. Et puis, Métamorphose est aussi un tournant. On a démarré la saison 7 en début d'année. On a aussi des projets on a lancé un programme de coaching qui s'appelle Objectif Métamorphose, qui permet aussi d'aller plus loin pour les gens dans la transformation et dans la connaissance de soi. Donc ça, c'est vraiment des projets aussi qui nous tiennent à cœur, qu'on nous demande. Nos auditeurs nous disent comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Entendre des podcasts, c'est inspirant, mais c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. Il faut passer aussi à la pratique. Donc, on essaye de les aider. Alors moi, j'ai toujours 1001 projets sur le feu. Donc, c'est ça que j'ai aussi appris avec le temps, c'est à sélectionner, à faire le tri et à me dire qu'est-ce qui me met vraiment en joie, en fait, dans ce que je vais manifester. Alors, Anne, avant de conclure cet épisode, on va passer aux questions signatures de la formule longévité, auxquelles je vais vous demander de répondre aussi instinctivement que possible. Alors, je les ai pas lues justement volontairement. Parfait. Alors, j'espère que... Bonne élève. Alors, si vous pouvez remonter le temps et revivre une année de votre vie, quelle année choisiriez-vous? Je choisirais, en tir groupé, l'année de la petite enfance de mes 3 filles. Voilà, pour les revoir encore un peu toutes petites. Elles ne sont pas des triplés, mais elles sont extrêmement proches. Et donc, allez, je ferai une année en 3. Je veux tout. On accepte. Oui. Est-ce que c'est important pour vous de vivre longtemps? Oui, je crois que j'aimerais bien connaître, pourquoi pas d'être centenaire et d'avoir aussi expérimenté dans cette vie cette sagesse de devenir très vieille et de voir comment je me comporte âgée. Oui, j'aimerais bien. Et alors, on en a un peu parlé, mais quelle est votre formule longévité pour une vie aussi sereine et épanouie que possible? Faire beaucoup de sport, des pratiques de bien-être, aller jouer dans la nature. C'est notre meilleur terrain de jeu en tant qu'humain. Vraiment, ne pas perdre ce lien-là avec le vivant. Indispensable. Merci beaucoup, Anne. Alors, on va dire à nos auditrices et auditeurs qui peuvent suivre votre actualité sur Instagram, évidemment en écoutant les épisodes du podcast et en se plongeant dans votre dernier livre, Va, vie et deviens conscient de toi-même, qui est une mine de conseils et d'informations. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Formule Longévité. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela vous donnera envie d'aller encore plus loin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à vos proches, à vos amis et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça compte beaucoup. Abonnez-vous pour être au courant de tous les épisodes à venir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Thank you.